Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de Si c'est pour la culture, on a déjà donné, avec Stéphane Le Rouge. Stéphane Le Rouge, bonjour. Bonjour, monsieur Avec Meyer. qui, après avoir parlé des musiques de films à travers un certain nombre de compositeurs français, puisque nous en sommes tenus pour l'essentiel à des compositeurs français de films non moins français, je vous propose aujourd'hui que nous commencions à parler de Michel Legrand, avec qui donc vous avez écrit un livre. Vous en avez écrit deux en fait, mais le deuxième c'est le premier enrichi, Complété, enrichi. augmenté et complété, qui est une autobiographie dans laquelle on revit les années de formation et d'écriture de Michel Legrand, et aussi où on découvre beaucoup de sa personnalité. Alors, après une première question sur comment avez-vous rencontré Michel Legrand, d'abord par les oreilles et ensuite dans l'existence, j'aurais un certain nombre de choses à vous demander sur les années de formation de Michel Legrand. Donc vous l'avez rencontré comment ? Je l'ai bien rencontré. Je l'ai rencontré en 94, donc j'avais 24 ans. Et à l'époque, c'était valable pour Legrand, mais aussi de façon plus large pour tous les compositeurs de cette génération. La musique de film était une sorte un peu de continent englouti, c'est-à-dire que des disques, des albums complets ou des 45 tours étaient sortis au moment où les films sortaient eux-mêmes en salle. Et puis, mais c'était des tirages à 1000, 2000 exemplaires. Et puis après, c'était fini. Ces albums, ces disques étaient éradiqués des catalogues des maisons de disques. Et les films, eux, continuaient à vivre en télévision, en vidéo. Le support DVD allait bientôt arriver. Mais en vis-à-vis de l'exploitation de ces films, il n'y avait plus d'albums. Donc, on ne pouvait plus écouter, mettons, on parle de Legrand, mais la musique, mettons, de Podane, de Jacques Demy, ce qu'il avait écrit pour Godard, c'était introuvable. Et donc, c'était valable pour Legrand, mais c'était valable aussi pour Georges Delerue, Antoine Duhamel, Maurice Jarre. Et je ne parle même pas de la génération d'avant, celle des Georges Van Paris, Jean Vienner, etc. Donc, je suis allé voir Legrand, dont l'écriture me fascinait. Et puis, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'aimerais rééditer les musiques de vos films. J'étais très marqué, enfant, en voyant Podane de Demy, sûrement par la fusion des langages, pour à la fois avoir un côté pop qui s'amalgame à la musique baroque et qui crée de l'idée de la féerie. Et il m'a dit, mais très bien, allons-y. Et donc, j'ai publié ce premier album, et puis on s'est très, très bien entendu. Et puis, voilà, on a travaillé ensemble pendant un quart de siècle, puisque Michel s'est envolé début 2019. Et puis, donc, vous avez été amené à l'accoucher de sa biographie, de sa biographie professionnelle et de sa biographie personnelle. Pour ce qui est de sa biographie professionnelle, ça commence quand et avec qui ? D'abord, quelle formation est la sienne ? Et ensuite, quelle rencontre majeure est la sienne au début de sa carrière de compositeur ? D'abord, il faut savoir, Michel Legrand était donc le fils d'un compositeur, chef d'orchestre et arrangeur très connu de l'époque, des années 30 et 40, qui s'appelait Raymond Legrand. Et une grande partie des comportements de Michel s'expliquait aussi par ce rapport d'une complexité infinie à son père, qui ne l'a pas élevé, qui est réapparu dans sa vie lorsqu'il était adolescent, et qui est père qui a collaboré. Et Michel savait très bien que le surnom de son père dans le métier, c'était Vichy-Saint-Yor. Et Michel a beaucoup souffert de ça. Il avait été très marqué par un déjeuner auquel son père l'avait entraîné lorsqu'il avait 8 ou 9 ans au Cercle Arien, place Saint-Augustin. Et Michel a très mal vécu le fait qu'à l'issue à la Libération, son père ait quasiment réussi à passer entre les mailles du filet et juste une interdiction d'exercer de quelques mois, alors qu'il avait frontalement collaboré, et que sa mère, qui n'avait jamais collaboré, ait fait de la prison pour avoir occupé pendant 6 mois un appartement spolié à une famille juive. Et donc le rapport au père est très très important, parce que Michel s'est réalisé contre ce père absent, et il s'est trouvé toute sa vie des pères de substitution.
Et donc, voilà, la formation, c'est 2 maîtres absolus qui sont Nadia Boulanger, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui était sa mère de musique, et un grand maître de l'harmonie française, Henri Chaland, et qui a été son autre père de musique. Et Michel disait, voilà, je suis vraiment l'enfant, le fils musical de ces 2 influences-là, Boulanger-Chaland. Alors Nadia Boulanger, il faut en dire un mot, parce que c'est un personnage dont l'influence a été considérable sur un spectre de musiciens, de compositeurs, de chefs considérables, puisque donc elle avait tous les ans, pendant 2 mois, à Fontainebleau, elle donnait une sorte de séminaire, elle avait une sorte de... J'allais dire, c'est le petit conservatoire de Nadia Boulanger, pour faire une comparaison. Ouais. Et dans le petit conservatoire de Nadia Boulanger, il y avait Quincy Jones, il y avait Michel Legrand. Alors justement, non, il n'est pas allé à Fontainebleau. Mais non, alors, oui. alors Michel avait cette espèce de comment dire, c'est tout le temps un sujet de dispute entre lui et son ami Quincy. C'est-à-dire qu'il disait à Quincy, enfin toi ou Philippe Glass, mettons, vous êtes allé au conservatoire d'été de Fontainebleau, c'est-à-dire pendant 2 mois. C'est-à-dire que moi j'étais avec Boulanger de septembre jusqu'à juin au conservatoire de Paris, rue Balue, et là c'était pas la même chose, parce que Michel pensait que Nadia Boulanger, qui n'a jamais eu d'enfant, avait fait une sorte de transfert sur lui et voyait en lui une sorte de fils de substitution, puisqu'il lui a même demandé de venir habiter quasiment chez elle, et il lui donnait des cours particuliers avant même que les cours officiels ne commencent au conservatoire. Et il était fasciné par cette femme parce qu'il disait, mais finalement, elle n'a jamais voulu composer. Avec la connaissance qu'elle avait, la technique qu'elle avait, il lui demandait tout le temps, mais mademoiselle, puisque ses élèves l'appelaient ainsi, mais les élèves la vouvoyaient, elle tutoyait ses élèves, pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas? Et elle répondait, je ne voudrais pas être l'autrice ou la compositrice d'une œuvre inutile. Elle pensait que sa mission était de transmettre sa technique et son savoir à des aspirants compositeurs, compositrices, et non à elle de composer. Et sa sœur Lily, qui composait et qui était morte très jeune, à 19 ans, a dû sans doute peser dans cette décision. Je peux ajouter à ce que disait Michel Legrand que Nadia Boulanger avait un peu tendance, ou plutôt que les élèves de Nadia Boulanger ont, pour beaucoup d'entre eux, eu tendance à penser qu'elle voulait les adopter. Le dernier de ses élèves, qui était le pianiste Émile Laoumoff, dont on voit quelquefois, d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un petit garçon de 8 ans, et c'est Émile Laoumoff, et Nadia qui commente ce qu'elle fait, et Émile pensait la même chose, et je crois d'ailleurs qu'ils avaient raison, ouais. Que Nadia Boulanger avait l'ambition et le cœur assez grand pour les adopter simultanément ou les uns après les autres. Mais la frustration de Legrand aura été néanmoins que autant le théâtre, la peinture, beaucoup d'autres arts intéressaient Boulanger, mais le cinéma lui échappait complètement. Et Legrand m'a dit, comme je me suis en partie réalisé, bien sûr dans la chanson, l'arrangement puis la composition de chansons, et après dans le cinéma, en rencontrant des cinéastes de la nouvelle vague qui ont eu une importance décisive, mais Boulanger n'a jamais vraiment entendu ce que Legrand avait pu écrire. Et il s'était revu dans les années 60 et elle lui avait dit « On m'a parlé d'un film, je crois qu'il y a Cherbourg dans le titre, je n'ai pas entendu, mais on m'a dit que c'était très bien. » Et Legrand, c'était un peu une petite blessure que sa mère de musique ne soit pas allée au cinéma voir et écouter Les Parapluies. Alors, autre rencontre avec quelqu'un qui est professionnellement aussi exigeant, mais qui est dans un tout autre monde que Nadia Boulanger, Maurice Chevalier. Ouais. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a donné? Alors, c'est très curieux parce que le propre père de Michel Legrand, Raymond Legrand, avait travaillé avec Maurice Chevalier. Donc, et c'était Jacques Canetti qui avait signé donc le grand Manitou des disques Philips dans les années 50, qui avait signé Chevalier, qu'il avait arraché à une autre maison de disques, qui était Decca. Et Canetti était convaincu qu'il fallait un peu décaper Maurice Chevalier, il fallait lui injecter un peu de modernité et qu'il ne fallait pas que Chevalier s'encroute avec ses chefs d'orchestre et arrangeurs habituels. Donc il s'est dit, je vais lui mettre dans les pattes un jeune mec de 25 ans et la fusion de la rencontre de ces 2 générations va un peu peut-être amener à Chevalier un public différent de son public habituel. Bon, je pense que ça a amusé beaucoup Michel Legrand au départ et qu'au bout d'un moment, il a vite fait le tour de Chevalier, parce qu'il disait, voilà, Chevalier était très sympathique, il disait toujours, il répétait à Legrand, mais en radotant, et au moins une fois par jour, quand on était en tournée, et Chevalier lui disait tout le temps, ce qui fait la force de notre collaboration, c'est que nous représentons l'entente de 2 générations.
Il l'a entendu une fois, 2 fois, 3 fois, puis tous les jours ça revenait. Et puis Legrand m'a dit, finalement, c'est un peu comme avec Trenet. Et Trenet encore plus, parce que Trenet était auteur-compositeur, ce que n'était pas Chevalier. Mais il disait, c'est des grandes figures du show business, des gens que Legrand écoutait lui-même enfant, à la radio, sur son poste de TSF. Et il me disait toujours, est-ce qu'on gagne forcément à rencontrer les gens que l'on admire ? Il me dit, peut-être que j'aurais préféré ne jamais rencontrer Trenet, et peut-être que j'aurais préféré ne jamais rencontrer Chevalier, parce que Chevalier, dans la vie, était un homme avec une forme de mesquinerie, de petitesse. L'argent, les choses matérielles étaient vraiment pour lui très importantes. Et il était à des années-lumière dans la vie, dans le quotidien, de cette image bonhomie complètement débordant, ce côté bonhomme, patelin, etc., qui n'était absolument pas le Chevalier de la vraie vie. Qu'est-ce qu'il y a comme trace de leur collaboration ? Il y a un très très beau 33 tours qui marque la réouverture de la salle L'Alhambra dans le quartier République, donc en 56 ou 57. Et salle L'Alhambra à laquelle on avait donné le nom Alhambra, Maurice Chevalier. Voilà. Et donc la réouverture de la salle se fait avec Chevalier qui fait son retour sur scène, Michel Legrand et son orchestre qui l'accompagne, et Michel qui fait la première partie du spectacle, avec des morceaux de sa composition, mais des morceaux de facture jazz un peu moderne, qui vont absolument déconcerter le public de Maurice Chevalier, et Michel se fera huer tous les soirs. Et Canetti l'encouragera en lui disant, vous savez, c'est le public de Maurice Chevalier, c'est pas forcément le vôtre à terme, donc ne changez rien. Oui, ça rappelle Robert Charlebois en première partie de Georgette Plana. Par exemple, oui. À peu près Mais alors donc, dans cette première partie, Michel Legrand ne chante pas. Non. Il est le musicien et c'est son orchestre, son ensemble en tout cas, qui est là. Et par contre, il est l'arrangeur ou il est qu'est-ce qu'il a fait aux chansons de Maurice Chevalier ? Il les reprend, il les arrange, il les décape, il leur donne quelque chose d'un peu plus, disons, contemporain, parce que ce sont des chansons parfois qui ont... Vous en avez une en tête Non, enfin, il reprend, mettons, Prosper Youplaboum avec des arrangements un tout petit peu plus swing, même parfois un peu de bebop. Et il y a même un numéro où il écrit un rock and roll pour Maurice Chevalier, où Chevalier dit, écoutez, vous savez, le rock, moi aussi, il y a pas que Presley, il y a moi, je peux aussi en faire. Et il se moque finalement, et il essaye de danser le rock, il n'y arrive pas complètement. Et voilà, il joue quand même un peu du contraste de génération avec cette nouvelle déferlante rythmique qui vient des États-Unis. Mais Chevalier fera un enregistrement avec Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires, non ? Oui, sur le plus twist. Tard, oui, sur le twist. Le twist du canotier. Absolument, oui, le twist. Fait Maurice Chevalier. Ça lui va à peu près comme des moufles à un lion, mais bon. Je vous propose que nous quittions provisoirement et que nous abordions tout à l'heure la vie et la carrière de Michel Legrand lorsqu'il rencontre Jacques Demy.